Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Procès de l'attentat de Grand Bassam, prison à perpétuité pour les 4 prévenus à la barre. Ils étaient accusés de s'être rendus complices des cerveaux de l'attaque du 13 mars 2016. Soulagement pour les parties civiles, le procès aura duré 5 semaines. Le reportage de Sidonie Davila à suivre en début de ce journal. Sécurité routière, 274 permis de conduire retirés en 2022 à leurs propriétaires, des conducteurs indélicats par la commission technique de suspension et de retrait de permis de conduire. L'instance observe que les véhicules personnels, les motos et les transports, appelés communément BACA, sont les champions des accidents sur nos routes. Dans le sud des Philippines, un glissement de terrain a fait 1 mort et 3 disparus selon un communiqué de police ce jeudi 29 décembre 2022 portant à au moins 33 le nombre de morts dans tout le pays du fait des dernières pluies. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. 5 semaines, c'est le temps qu'aura duré le procès de l'attentat de Grand Bassam. Hier, 28 décembre, le verdict est tombé. La prison à perpétuité pour les 4 prévenus à la barre. Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur de la République, Richard Adou, qui avait demandé la perpétuité il y a 1 semaine pour les prévenus. Ils étaient accusés de s'être rendus complices des cerveaux de l'attaque du 13 mars 2016. 6 autres accusés absents aussi écopés de la prison à perpétuité par contumace. Le reportage est signé Sidonie Davila. Le verdict est tombé ce mercredi. 10 condamnations à perpétuité pour les accusés de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Ce procès-là, c'était pour dire à ceux qui viennent porter ce coup aux Ivoiriens que leurs actes ne resteront pas impunis. Contre les 10 personnes dont le tribunal a retenu la culpabilité, il a été prononcé la peine maximale de l'emprisonnement à vie. Ce verdict nous satisfait entièrement parce que c'est conforme d'abord à nos réquisitions. Mais c'est aussi conforme à l'esprit même de tous les actes de terrorisme. Depuis l'ouverture du jugement, le 30 novembre dernier, les avocats de la défense ont plaidé pour l'acquittement des prévenus. Avec cette sentence, c'est un sentiment mitigé qui les anime. Nous estimons que le tribunal aurait dû aller jusqu'au bout, d'accord, de sa démarche. Nous en prenons acte, mais nous ne désespérons pas parce qu'il y a des voies de recours qui existent. Au total, ce sont 18 personnes qui sont poursuivies dans le procès de l'attentat du Grand Bassam. 4 parmi elles ont comparu. Les chefs d'accusation portent, entre autres, sur des faits d'assassinat, d'actes terroristes, de détention illégale d'armes à feu et de complicité des faits. Pour rappel, c'est le 13 mars 2016 que l'attaque terroriste a eu lieu dans la ville balnéaire de Grand Bassam, faisant 19 morts et 33 blessés. Et loin des arcanes du palais de justice d'Abidjan, parlons de toute autre chose à présent. Un champion des accidents sur nos routes, maître de l'incivisme au volant, mordu de vitesse excessive, imprudence dans le comportement une fois sur la chaussée. Ils n'ont plus le droit de tenir le volant pour un moment. 274 permis de conduire ont été retirés à leurs propriétaires, des conducteurs indélicats, des permis de conduire retirés par la commission technique de suspension de retrait de permis de conduire en 2022. Dans ce champ d'incivisme à l'origine des accidents de la route, les véhicules personnels, les motos, les transports et les transports surtout en commun appelés communément BACA se taillent la part du lion. Notre reporter Lanciné Bakayoko est le témoin de la dernière session de cette commission pour l'année 2022. Reportage. Sur les 363 dossiers analysés en 2022, 274 permis de conduire ont été retirés pour une période allant de 3 mois à 20 ans. 35% des dossiers concernent les accidents mortels. Les statistiques de la circulation font apparaître que l'homme est la principale cause de ces accidents, du fait de la non-observance des règles du code de la route, de l'imprudence, de la non-maîtrise du véhicule, de la conduite en état d'ivresse, de l'usage du téléphone au volant et de bien d'autres comportements inciviques. Les véhicules personnels sont les plus impliqués dans les accidents, suivis des motos, des BACA et des taxis. Une seule seconde d'inattention, et puis voilà, le
coup est fait. J'aurais été un peu trop dur vu les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit. L'état de la chaussée, les du véhicule adverse qui ne marchait pas, mon permis a été retiré. Ça fait 1 mois, donc pendant 1 mois, je ne conduis pas. Donc pour moi déjà, c'est largement suffisant. Il s'agit d'amener les conducteurs à améliorer leur comportement sur la route afin d'éviter les accidents, surtout en cette période de fête au regard des nombreux déplacements. Je profite de la présente occasion pour exhorter l'ensemble des usagers de la route à la prudence, au civisme et au respect des règles de circulation en cette période de fête de Noël et de Nouvel An. Depuis sa réactivation en décembre 2018, la commission technique de suspension et de retrait de permis de conduire a déjà saisi 1347 documents. Élu le 30 novembre dernier à la tête de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC, Ahmed Cissé a pris officiellement fonction hier mercredi à l'issue d'une cérémonie de passation des charges entre lui et Jean-Marie Akka, le président sortant, devant des membres du gouvernement et les représentants des organisations du secteur privé. Les deux hommes ont passé en revue les défis auxquels le secteur privé ivoirien est confronté. Dangui. Changement dans la continuité. À la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, devant des membres du gouvernement, le gratin du secteur privé ivoirien et surtout dans une ambiance rythmée par des standing ovations, Jean-Marie Akka, le président sortant, a passé le flambeau à Ahmed Cissé, son successeur, et par ailleurs son ancien collaborateur. Au-delà de l'émotion et de la solennité de l'instant, les deux hommes ont saisi l'occasion pour actualiser les défis auxquels le secteur privé ivoirien est confronté. Plusieurs chantiers restent à conduire pour un meilleur essor du secteur privé. Il s'agit de poursuivre la tâche sur les projets structurants que sont la réforme fiscale, la promotion des champions nationaux, l'amélioration de la compétitivité industrielle de la Côte d'Ivoire. Le projet que je porte, chers amis, vise globalement la prospérité de l'ensemble du secteur privé ivoirien et sera prioritairement consacré aux intérêts de notre grande famille et surtout de nos dynamiques PME. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a salué le leadership du président sortant et le rôle du secteur privé dans l'économie ivoirienne avant d'inviter la nouvelle équipe dirigeante à renforcer le dialogue secteur privé-gouvernement. L'État de Côte d'Ivoire sera toujours à leur côté dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant à l'effet que nous puissions avoir un secteur privé plus fort, un secteur privé plus rayonnant, avec des centaines ou des milliers de capitaines d'industrie. Je pense que nous nous comprenons et vous pouvez compter sur le gouvernement ivoirien. Ahmed Cissé a été élu à la tête de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire le 30 novembre dernier. Cette organisation du secteur privé représente 80% des recettes de l'État et 40% des emplois formels selon le gouvernement. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra Souba, a procédé à Yamoussoukro à une remise d'équipement. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la structuration des entreprises. Valeur ajoutée et création d'emplois en sont les fondements. Kader Sokotoko. Yamoussoukro, ils sont au total 84 entrepreneurs qui sont dotés d'équipements de productivité. Ordinateurs pour certains, machines à coudre, pondeuses, etc. pour d'autres. Ils ont été ciblés dans le cadre du projet d'appui à la structuration des entreprises. L'objectif est la création de valeur ajoutée pour plus d'emplois en faisant migrer les entrepreneurs vers le formel. Nous permettons aux entrepreneurs, à travers les solutions digitales que nous avons déployées sur les équipements d'appui à la productivité, d'accéder à ces informations et de soutenir la prise de décision optimale pour leurs entreprises. Ces différents kits, un message de motivation, de soutien et d'accompagnement. Le gouvernement, pour sa part, entend tout mettre en œuvre pour faire de l'entrepreneuriat un secteur vital et fort. Il y a aujourd'hui beaucoup d'opportunités dans tous les secteurs. Je profite encore pour lancer un appel aux jeunes de Yamoussoukro, aux jeunes de la Côte d'Ivoire, à nos femmes, d'être à l'écoute des messages du gouvernement sur nos différents sites internet, de suivre les activités de Côte d'Ivoire PME, de l'agence emploi de l'État de Côte d'Ivoire, de toutes ces structures qui sont créées
dont la mission et l'objectif ultime est de créer de l'emploi pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Le projet d'appui à la structuration des entreprises bénéficie du soutien financier de la République fédérale d'Allemagne. En vue d'accroître la capacité énergétique nationale, l'État de Côte d'Ivoire signait en 2013 une convention avec la société IHE pour la construction du barrage hydroélectrique de Saint-Grebo-Awati dans le département de Tahabo. 9 ans après la signature de cette convention, qu'en est-il de l'évolution des travaux de construction de ce barrage? Une de nos équipes de reportage est allée faire son constat à Godefroy Okambawa. 3 vannes du barrage sont installées. Elles permettront d'alimenter également en eau les villages et villes environnantes. Au moins 600 foyers seront impactés par ce projet. En visite sur le terrain, les parties prenantes s'engagent au respect des engagements pris avec les populations riveraines. En plus de la nécessité, c'est aussi un projet de développement. Ce n'est pas uniquement un produit, parce que c'est un développement, parce qu'on va désenclaver toute la rive droite du Bandama au niveau de Saint-Grebo et de Awati. Ce qui fait que les populations qui sont sur la rive droite, qui à l'époque mettaient 1 heure de temps pour sur l'autoroute, le feront en moins de 10 minutes, en passant par-dessus le barrage. Pour l'électricité, mais donner l'opportunité aux populations de pouvoir générer des revenus par tout ce qui se fera ici au niveau de cette région. La capacité énergétique nationale passera à 4000 MW. Une ambition traduite par le chef de l'État à travers la construction du barrage hydroélectrique de Saint-Grebo-Awati. Le projet a pour objectif d'équilibrer le mix énergétique en faveur de l'hydroélectricité et d'accroître encore plus la capacité de la production nationale. Nous nous trouvons sur la plateforme qui bientôt va abriter l'usine en elle-même, donc la structure métallique qui sera au-dessus de l'usine. Vous avez derrière moi le puits dans lequel seront installées les 2 turbines, les 2 alternateurs et tous les équipements qui sont auxiliaires aux turbines. L'eau sera transformée en électricité et puis restituée au travers du canal de fuite dans le fleuve. Le barrage hydroélectrique de Saint-Grebo-Awati, c'est 44 MW pour 217 kWh. Sa réalisation est estimée à 114 milliards de francs CFA. C'est le 3e barrage du genre installé sur le fleuve Bandama. Sa livraison est prévue pour 2023. Le ministre-gouverneur du district des Montagnes, Albert Flindé, a procédé à l'inauguration de 2 infrastructures dans les villages de Yeule et de Bayeule, dans les sous-préfectures de Yeule et de Théaple, un centre de santé, un collège de proximité. Et c'était en présence des élus locaux du département de Zouaounia. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'administration des projets de développement dans le district et la région du Tonkouy. Jean-Marc Tchachi. Le collège de proximité de Yeule, dans la dite sous-préfecture, dans la région du Tonkouy, est fin prêt. Le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flindé, procède à l'ouverture de cet établissement. Ce sont plus de 100 élèves de la localité qui pourront bénéficier de ces 3 salles de classe flambant neuves. Une solution pour rapprocher les infrastructures éducatives des enfants de cette localité rurale. C'est la qualité de l'encadrement que nous allons avoir ici désormais, parce que les effectifs sont réduits et le personnel est au complet. Et donc, on évite le stress des écoles engorgées des grandes localités. Ici, nous avons en moyenne 35 élèves par classe. Donc, le projet pédagogique, nous pourrons le réaliser aisément. Dans la sous-préfecture de Théaple, toujours dans le département de Zouaounia, c'est le nouveau dispensaire qui ravit les populations de Ban-Yeule, qui recevront désormais des soins médicaux dans leur village. Toutes ces actions de développement, émanation de l'État de Côte d'Ivoire, sont supervisées par les autorités du district des montagnes. Notre mission, c'est le développement local. Donc partout le besoin se fait sentir, nous sommes présents avec nos moyens pour répondre aux attentes des parents. C'est un dispensaire financé par le Conseil Café Cacao à travers le CNS que la Première Dame dirige et nous voulons vraiment lui dire merci. Il y a une nouvelle ère qui est ouverte au niveau de notre région. L'ère de la réconciliation, l'ère de travailler ensemble. À l'instar de ces programmes achevés à Yeule et à Ban-Yeule, des projets économiques et sociaux inclus dans le plan national de développement 2021-2025 sont en cours. Le Guémon, le Cavali et le Tonkouy, les 3 grandes régions du district autonome des montagnes, sont concernées. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi 28 décembre 2022 un nouveau cas de Covid-19 sur 361 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 3 guéris et 0 décès. À la date du 28 décembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 939 cas confirmés, dont 87 092 personnes guéries, 831 décès et 16 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 662 496. Le 27 décembre 2022, 20 805 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 24 65 749 doses du 1er mars 2021 au 27 décembre 2022. Et il y a quelques jours, on célébrait la fête de Noël, ce qui était le 25 décembre dernier. Nous sommes toujours dans cette période. Comment les enfants du centre des Grands Brûlés ont vécu cette fête de Noël, eux qui, à tout petit, ont déjà, doivent déjà faire face aux difficultés de la vie. Ils ont été donc brûlés tantôt par le gaz ou par le feu. Comment ces enfants ont pu profiter de cette magie de Noël dans ce centre? Pour leur faire oublier un tant soit peu la douleur de la détresse, l'association des Grands Brûlés de Côte d'Ivoire a créé un univers d'enfants. Suivons cela dans ce reportage. Des Grands Brûlés du CHU de Cocody. Détresse et douleur se lisent sur les visages des victimes du feu. J'avais chauffé l'eau. Bon, ça avait vraiment... C'était très chaud. Donc, j'avais laissé refroidir un peu. Bon, lui, il était au salon, il jouait. J'ai soulevé l'eau en sortant de la cuisine. Lui aussi courait, maman, puis on s'est croisé elle. Ces enfants auraient souhaité passer d'agréables fêtes de Noël, mais hélas, ils paient injustement les frais des flammes. Ces enfants et adultes ont plus que jamais besoin de la solidarité des uns et des autres en cette période de fête, selon l'Association des Grands Brûlés de Côte d'Ivoire. Elle redonne vie à travers la décoration de l'intérieur et de l'extérieur de cette salle de pédiatrie, un moment propice qui focalise l'attention de ces enfants vulnérables. Pour ces fêtes, nous avons décidé de soulager un tant soit peu les enfants d'ici avec des figurines, des clubs, des petits, et refaire la peinture, essayer d'embellir un peu la salle parce qu'on sait tous que le cri de joie de nos enfants est le cri de joie de tous les enfants. Au vu de cette marque de solidarité, l'espoir renaît chez le personnel soignant du centre. Vous avez vu des enfants captés sur les télévisions, au moins ils vont oublier un peu la douleur parce que la brûlure, c'est la douleur, c'est la tristesse. Et il fallait forcément embellir ce service, surtout le service de pédiatrie. Avant la télé, là, c'est mon portable, je mettais pour qu'il puisse se distraire un peu, qu'on ne peut pas se lever là. En tout cas, ça va, avec la télé, tout ça là. Entre espoir et désespoir, difficile est la prise en charge des patients au centre des Grands Brûlés. Un appel à la solidarité est lancé aux personnes de bonne volonté et à l'État de Côte d'Ivoire en cette période de fête de fin d'année. Un reportage signé Jean-Marc Djadji. Et puis sachez également que le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle du service civique a initié récemment une cérémonie officielle de remise de chèques à 85 bénéficiaires du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, en abrégé le FASI. Ce soutien financier vise à soulager de jeunes entrepreneurs des bars et nightclubs impactés par les effets de la pandémie de la Covid-19. Le FASI s'inscrit dans le cadre du plan de relance économique mis en place par l'État de Côte d'Ivoire depuis la crise sanitaire mondiale de Covid-19. On retrouve Jean-Marc Djadji. 85 bars et nightclubs de la commune d'Abobo pourront renaître de leurs cendres. Les propriétaires et tenanciers de ces espaces de loisirs reçoivent leurs chèques du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Ils sont bénéficiaires du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, FASI, une initiative de l'État qui vise à atténuer les effets de la crise sanitaire de la Covid-19 chez ces entrepreneurs. Aujourd'hui, on est grand satisfait parce que le MOPEN a tenu à nous réintégrer avec bien sûr l'appui du ministre Sani Fofana et le ministre Mamadou Touré qui nous permettent aujourd'hui d'être heureux. Merci à vous pour la joie que vous apportez aujourd'hui à cette population d'Abobo. Parce que ces hommes et ces femmes sont tous des chefs d'entreprise qui emploient des dizaines de personnes. L'on enregistre plus de 119 millions de francs CFA distribués aux bénéficiaires d'Abobo
On voudra en tout cas exhorter les maquis, restaurants, bars et boîtes de nuit à aller un peu plus en profondeur, puisque ce malin virus a fait que vous avez subi les conséquences de la fermeture de vos établissements au sein desquels il était impossible d'observer la distanciation sociale. Mais aujourd'hui, le gouvernement est venu à l'interpellation. Nous espérons que les ressources mises à disposition vont donc vraiment contribuer donc à vous aider et à booster vos activités. Sur la dotation de 1,5 milliard de francs CFA, 234 acteurs du secteur informel de plusieurs communes d'Abidjan ont reçu environ 950 millions de francs CFA en 2020. La fête de Noël a été célébrée un peu partout dans l'ensemble du pays. À Boufia, dans le département de Tomodi, Noël est généralement vécu comme un jour ordinaire. Les tout-petits sont loin des moments magiques. Tous n'ont pas la chance d'avoir un cadeau. Cette année, les populations se sont organisées pour leur permettre de vivre l'événement. Plus de 100 enfants ont pu expérimenter la magie de Noël. Noël vécu différemment pour les uns et les autres. David Soyo et Jean-Marc Djadji nous en parlent. La Noël, jour féerique pour les tout-petits, est diversement vécu selon l'environnement et la classe sociale. À 200 km d'Abidjan, précisément dans le village de Bofia, les enfants vivent la Noël comme un jour ordinaire. Dans cette cour, Béatrice, 6 ans, Benjamin de la famille, aide sa grand-mère dans les travaux domestiques. Jean-Néhémie de la famille Kwaku est élève en classe de CM2. Il vit le 25 décembre comme un jour banal. Je ne sais pas vraiment si j'aurai un cadeau, mais j'ai respecté tout ce que mes grands-parents m'ont dit de faire. À l'image de Béatrice et Jean-Néhémie, les enfants des zones rurales ne communient pas toujours avec la magie de Noël. Pour leur faire vivre les sensations de la fête, les cadres du village ont offert plus de 100 cadeaux aux meilleurs élèves de Bofia et des 13 autres villages de la sous-préfecture d'Angoda, dans le département de Tomodi. Aider les enfants, donner des cadeaux à un enfant, c'est servir Dieu. Aujourd'hui, ils sont élèves, demain, ils seront les décideurs de ce pays. Nous devons les encadrer, main dans la main, pour que Bofia soit toujours cité en exemple. Ces enfants du village n'ont pas cette chance de vivre Noël comme ceux de la ville, parce que les parents n'ont pas les moyens. Et aider ces enfants à passer des temps comme ça, c'est vraiment une joie pour nous. Moment inattendu et exceptionnel pour Jean-Néhémie. Il reçoit pour la première fois un cadeau. Je dis merci à papa Pakassa de m'avoir donné un vélo. En plus des cadeaux, les enfants sont plongés dans une ambiance festive animée par le Père Noël, les clowns et une mascotte géante. Et restons dans l'ambiance festive de la fête de Noël. Dans la Bagoué, 5000 enfants ont pu recevoir des cadeaux. À la faveur de cette fête, le Père Noël s'appelle Bruno Nabagné-Koné, cadre de la région de la Bagoué. Et il a voulu ainsi redonner du sourire à ses enfants en cette période festive. Reportage de Charles Tatou. Chaque année, et ce depuis 10 ans, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, se donne à cœur joie de partager un peu de bonheur aux enfants du primaire des communes de la région de la Bagoué, à travers des cadeaux à l'occasion de la fête de Noël. Cette année, la commune de Kouto a servi de cadre au lancement de l'opération éclatée de distribution de cadeaux de Noël aux tout-petits. Notre responsabilité, c'est de donner à ces enfants le meilleur avenir. Et je compte sur vous, sur chacun pour jouer ce rôle. Ces enfants ont besoin, dès cet âge, d'être encadrés. Chers enfants, tout ce que nous vous demandons, c'est de bien travailler. Si vous travaillez bien, l'an prochain, vous aurez d'autres cadeaux. Si vous travaillez bien, chaque année, vous aurez des cadeaux. Les enfants bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Papa Bruno, que dis-je, Papa Noël? Nous vous remercions pour les cadeaux que vous nous offrez depuis 6 ans, sans relâche, à l'occasion de la célébration de la fête de Noël. Ce sont au total 5000 cadeaux de Noël qui seront distribués dans les communes de la région. Voilà, voici venu le moment pour le Père Noël de ranger son traîneau dans cette édition. Parlons à présent de cette activité qui a eu lieu au sein de la RTI depuis le 12 novembre dernier. L'association des secrétaires et assimilés de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Lazartier, une nouvelle présidente. Son nom, Denise Estelle Capé. La présentation du nouveau bureau de l'association et des nouvelles ambitions qu'elle porte était à l'ordre du jour d'une rencontre qui a eu lieu donc à la maison de la télévision à Cocody. Patricia Kwaku, Didier Nguessan.
Réussi à sortir de l'entendement du commun, l'idée que le métier de secrétaire consiste simplement à gérer des communications téléphoniques, faire des rédactions de comptes rendus de réunions ou régir l'emploi du temps de l'employeur. C'est tout le sens du combat que vient d'engager l'Association des secrétaires et assimilés de la radiodiffusion télévision ivoirienne, ASA RTI. La structure est présidée par Denise Estelle Capé depuis le 12 novembre dernier. Par ailleurs, assistante à la direction des magazines d'information, la nouvelle présidente, pour un mandat de 2 ans, décline ses priorités. La solidarité et la formation figurent en bonne place. Les gens qui voient le métier de secrétariat autrement. Donc si on est assemblé, c'est pour donner une autre vision au métier de secrétariat. C'est pour ça qu'on s'est constitué en association. Nous avons décidé d'être des managers auprès de nos patrons. Formés particulièrement sur le management parce que ces secrétaires affichent leur ambition d'être de véritables managers auprès de leurs directeurs respectifs afin de parvenir au poste d'assistant de direction. Le profil de carrière après un certain nombre d'années passées dans l'entreprise fait partie des attentes exprimées. Quand on dit membre de l'ASA RTI ou bien secrétaire, il faudrait qu'on sache les droits et nos devoirs, ce à quoi nous aspirons et ce à quoi nous profitons. Donc le but de notre réunion est mettre au parfum de tout ce qui se passe nos différentes consoeurs de l'ASA RTI. Nous sommes parfois marginalisés. Il y a certaines qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Elles sont un peu lésées, donc elles ne connaissent pas beaucoup de choses. On souhaiterait leur apprendre plein de choses. L'Association des secrétaires et assimilés de la RTI a été créée en juillet 2003. Elle est composée de 31 membres. Ses assemblées générales se tiennent tous les 3 mois et ses réunions mensuelles tous les derniers mercredis du mois. Un reportage commenté pour vous par Didier Nguessan à suivre à présent. Eh bien, ce communiqué qui émane du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le dimanche 1er janvier 2023, jour de la fête du Nouvel An, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national, communiqué signé du ministre Adama Camara. Dans la ville de Tiassalé, en vue de renforcer le vivre ensemble entre les communautés religieuses d'une part et les populations d'autre part, une prière œcuménique a été dite. Un cadre du département de Tiassalé, Sanogo Alpha, apporte l'initiative de cette prière qui a été animée par des guides religieux venus d'Abidjan, de Divo et de Tiassalé. Godfrey Okambawa. À travers cette prière pour la paix, les autorités religieuses ont voulu marquer leur attachement au vivre ensemble et à la cohésion, tout en louant l'esprit qui a toujours prévalu à Tiassalé. Initiateur de cette rencontre religieuse, Sanogo Alpha, cadre du département. Il invite les religieux à être des ambassadeurs auprès de leurs fidèles afin que 2023 qui s'annonce soit encore plus paisible que 2022. Cette journée écuménique qui a réuni tous les leaders religieux de la ville de Tiassalé pour dire merci à Dieu de nous avoir permis de terminer l'année 2022 dans la paix. Nous avons aussi prié pour la Côte d'Ivoire et surtout pour le président de la République pour qu'il puisse conduire la Côte d'Ivoire vers le bien-être, vers le bonheur pour tous les Ivoiriens. Sans la paix, il n'y a pas de cohésion. Il faut avoir la paix du cœur, la paix avec soi-même, la paix avec son prochain. Raison pour laquelle ce matin, nous sommes réunis ici, musulmans et chrétiens, pour prier pour la paix. Le président Alassane Ouattara nous invite à quelque niveau de responsabilité que nous sommes, quelle que soit notre obédience, à prier pour la paix, pour que la Côte d'Ivoire soit stable, que les investisseurs financiers puissent faire confiance en la Côte d'Ivoire et soutenir toutes nos actions. Afin de passer dans de meilleures conditions ces fêtes de fin d'année, ces guides religieux ont reçu des vivres et un appui financier. À cette occasion, Sanogo Alpha a été fait à la dignité de chef traditionnel à Caen pour toutes ses actions posées en faveur des différentes communautés religieuses de Tiassalé.
Et dans l'actualité internationale, dans le sud des Philippines, glissement de terrain a fait 1 mort et 3 disparus selon un communiqué de police ce jeudi 29 décembre 2022, portant à au moins 33 le nombre de morts dans tout le pays du fait des dernières pluies. Les autorités poursuivent leurs recherches pour retrouver au moins une vingtaine de personnes après les fortes précipitations survenues durant le week-end de Noël qui ont provoqué des inondations et des glissements du terrain dans les régions du centre et du sud des Philippines. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous avons pris énormément de plaisir à vous présenter toutes ces éditions en 2022. On se retrouve en 2023 si Dieu le veut. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.